Nouvelle interview sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on accueille Guillaume et Marie qui sont les deux cofondateurs de Ibo Expert, qui est une solution pour aider les particuliers à investir en bourse. Et lors de cette interview, on va parler de plein de sujets passionnants. On va parler de macroéconomie avec Guillaume pendant un long moment et comment intégrer tous les paramètres de cette macroéconomie pour l'analyse d'action. On parlera également d'analyse fondamentale, mais aussi un petit peu d'analyse graphique avec un outil qui est spécifique à Ibo Expert et qu'ils utilisent beaucoup pour déterminer si une action est bien achetée ou non à un instant T. Et en toute fin d'interview, vous verrez Guillaume qui vous fera une démonstration d'une analyse complète d'une action. Comme ça, vous verrez tout leur process et comment ils analysent les actions et vous pourrez aussi vous en imprégner pour faire vos propres analyses si jamais vous les faites de votre côté. En tout cas, c'est une interview très riche, remplie d'informations. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Vous savez, c'est complètement gratuit, c'est la meilleure façon de m'aider pour développer la chaîne et inviter de nouvelles personnes. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne interview. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview. Je suis très content d'accueillir aujourd'hui Guillaume et Marie, qui sont les cofondateurs de Ibo Expert, qui ont une grande expérience dans le monde financier. Donc, merci à eux de venir sur ma chaîne. Et comme je fais d'habitude pour les interviews sur cette chaîne, je vais laisser ces deux invités se présenter parce qu'ils le feront bien mieux que moi. Donc, on va donner la parole à Marie peut-être pour vous présenter. Bonjour à tous et merci Clément pour ton invitation. On est très heureux d'avoir l'occasion de discuter ensemble sur ta chaîne. Donc nous sommes Guillaume Rouvier et Marie Derem. On est tous les deux les cofondateurs de Ibo.expert, qui est un site internet qui a maintenant un peu plus de 5 ans d'existence. Et en fait, notre ambition, c'est de mettre un outil d'analyse financière de niveau professionnel à la disposition des particuliers. Et très rapidement, parce qu'on reviendra plus en détail dessus dans la suite de notre conversation, l'idée, c'est donc d'aider le particulier à générer de la performance avec ses actions sur son portefeuille dans la durée. Et ça passe par deux grands volets sur notre site. On propose une analyse graphique des performances de plus de 100 000 valeurs. Donc, des valeurs, ça peut être des actions, des indices ou des matières premières. Et après, en complément, on propose des analyses fondamentales sur une sélection de 100 à 150 actions en France ou également des leaders dans le monde entier. Donc voilà pour Ibo. Et on va rentrer un peu plus dans les détails de notre activité, bien sûr, dans la suite de cet enregistrement. Très bien. Et du coup, vous êtes lancé il y a combien de temps? Alors, on a incorporé la société en 2016, mais notre site date de 2017, mi-2017, en gros. D'accord. Et vraiment, notre modèle actuel 2018. Donc, bon, ça a pris un peu de temps avant de se définir et voilà. Ouais, mais c'est normal. Et au niveau du coup, rapidement, au niveau de votre parcours à vous deux, parce que je sais, j'ai vu quelques vidéos de Guillaume et du coup, que je sais qu'il a une expérience dans le monde financier qui est bien plus importante que la mienne, par exemple. Donc, au niveau de votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait au niveau de chacun? Vas-y, Guillaume, si tu veux commencer. Alors moi, j'ai commencé à faire de l'analyse financière dans une banque qui n'existe plus, qui s'appelle la Banque Anglo-Suez. Et puis après avoir été formé comme analyste financier, j'ai rejoint une équipe de gestionnaires, une petite équipe, nous étions 3 et nous gérions les capitaux pour des États du monde arabe, comme Abu Dhabi, Oman. Et puis j'ai quitté la banque pour monter ma société qui s'appelait Rouvier Associés et que j'ai développée pendant 30 ans. C'était une société de gestion de capitaux et qui fonctionnait surtout à travers des fonds d'investissement. Voilà, j'ai développé ça. On est monté à 1,5 milliard d'euros à peu près. Et puis, à 60 ans, j'ai décidé que c'était intéressant de mettre tout ce que j'avais appris comme expérience en 40 ans de métier au service des particuliers pour les aider à gagner de l'argent. Parce que c'est une démarche entrepreneuriale, c'est bon pour eux. Et puis, s'ils mettent de l'argent de côté, ça leur apporte de la liberté. Et donc, à ce moment-là, j'ai proposé à Marie de me rejoindre dans cette aventure parce que Marie avait une expertise, comme elle m'avait expliqué, à la fois des entreprises et de l'analyse financière et des marchés. Et donc, on a monté cette société pour, comme l'a dit Marie, mettre des outils vraiment, les mêmes outils que j'avais quand je gérais des fonds d'investissement au service des particuliers. Voilà, ça c'est notre parcours. Et maintenant, Marie va parler du sien. C'est génial. Et moi, j'ai commencé dans mon professionnel en faisant de l'analyse financière. J'ai une formation en gestion finance.
J'ai commencé par faire de l'analyse financière à la Société Générale, tout d'abord. Puis, j'ai fait un passage à la BNP Paribas. Et après, j'ai créé ma première entreprise. Donc, on était 2 associés, un qui s'occupait du côté technique et moi plutôt finance, levée de fonds, dans le domaine de l'agriculture, nouvelles technologies. En fait, on développe toujours, parce que la société existe toujours, je suis toujours actionnaire, une solution de culture de salade en aéroponie. Donc, c'est un système de culture sous serre plus efficace, plus écologique et qui permet de produire mieux avec moins. Et donc, j'ai développé cette société pendant 6 ans à travers 3 levées de fonds. Et au moment de la 3e levée de fonds, j'ai eu envie de passer à une nouvelle aventure. Et Guillaume m'a parlé de ce projet qui est devenu Hibou et qu'on a donc lancé, on en a lancé les prémices en 2016. Voilà. Ok, donc 2 très belles expériences quand même pour vous deux. Donc c'est super, je suis très ravi. Enfin, moi, en tout cas, je suis très content de vous accueillir ici. Et, euh, et sur cette chaîne, ce que j'essaie de faire à travers ces interviews, c'est de partager du coup les discussions qu'on peut avoir du coup sur tout ce qui se passe au niveau de la finance et des marchés financiers. Et ça me permet énormément d'apprendre également pour moi-même. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème que j'ai pas trop abordé encore sur la chaîne et qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. C'est un petit peu la base au niveau de l'économie et au niveau des marchés financiers, c'est au niveau de la macroéconomie. Et du coup, une des premières questions que je voulais vous poser, c'est quels sont les grands paramètres macroéconomiques à prendre en compte quand on investit en bourse et du coup quand on est un particulier qui veut investir. Alors, Et du coup, je donne c'est la moi qui parole à Guillaume. Ouais. ouais, c'est moi qui vais répondre à cette question. Euh, D'abord, il faut qu'il soit bien clair que nous, ce que nous préconisons, c'est une approche qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire partir du terrain, des actions, pour construire des investissements. Sachant que beaucoup de gens ont une approche qu'on appelle top-down, ils partent d'en haut. À partir de ce qu'ils voient en haut, ils déterminent, en fonction de la conjoncture, dans quel secteur investir et ensuite dans quel secteur ils vont aller, dans quelle société investir. Donc les problématiques macroéconomiques sont d'abord des problématiques d'une stratégie top-down, qui n'est pas celle que nous préconisons pour l'investisseur. Mais malgré cela, c'est vrai qu'on doit prendre en compte un certain nombre de... C'est intéressant de prendre en compte des paramètres macroéconomiques tout de même, même si on fait de la gestion bottom-up. Alors, je pense que ce qu'il faut regarder, il n'y a pas grand-chose à regarder, mais la première chose à regarder, c'est les taux d'intérêt. Parce que Warren Buffett, qui est le plus grand investisseur encore vivant, puisque c'est un garçon qui a démarré avec 10 000 dollars et qui aujourd'hui a la 4e fortune mondiale, eh bien, ils disent que les taux d'intérêt sont à la finance ce que la gravité est à la physique. C'est-à-dire que l'évolution des marchés est d'abord commandée par les taux d'intérêt. Parce que quand on fait une valorisation d'une société ou d'un actif, on utilise comme mesure les taux d'intérêt. Et donc là, on a vu les taux d'intérêt qui ont monté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce sont les sociétés qui étaient les plus fortement valorisées qui ont le plus baissé, c'est-à-dire le Nasdaq. Pourquoi? Parce que c'est sur ces sociétés que la composition des intérêts, enfin, l'actualisation, ce qu'on appelle en finance l'actualisation, qui est d'abord bâtie à partir des taux d'intérêt, compte le plus. Parce qu'on compose sur des durées beaucoup plus longues que sur des sociétés cycliques, par exemple. Donc la première chose à regarder, c'est les taux d'intérêt, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est sur les taux d'intérêt, est-ce qu'on est à un niveau normal ou pas normal, est-ce qu'ils vont plutôt monter ou plutôt baisser. Donc si vous aviez été chez Hibou, par exemple, comme client, ça fait maintenant assez longtemps qu'on dit que les taux d'intérêt étaient allés à des niveaux anormalement bas, parce qu'on était à 0%. Et historiquement, par exemple, même au XIXe siècle, les taux d'intérêt sont à 3% pendant un siècle. Donc, si vous voulez, la probabilité qu'on revienne à la normalité était très élevée. Et si on revenait dans cette normalité, la probabilité que les actions comme celle du Nasdaq, qui étaient très chères, baissent plus que les autres, était quasiment inévitable. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Donc, la première chose à regarder, c'est les taux d'intérêt. La deuxième chose, c'est la prime de risque. Parce que quand on valorise un actif, on utilise 2 choses, les taux d'intérêt plus la prime de risque. C'est-à-dire, pour faire simple, voilà, si j'achète par exemple du L'Oréal, qui est une société très sûre, je vais exiger une rentabilité par exemple de 5% de mon capital.
Parce que l'investissement est très sûr et je ne prends pas beaucoup de risques. C'est comme si j'achetais de l'immobilier. En revanche, si j'achète par exemple une société qui serait beaucoup plus volatile, comme Renault, je vais dire oui, j'achète une société volatile, je prends beaucoup plus de risques, donc j'exige beaucoup plus une rentabilité plus élevée. Donc je vais exiger par exemple 8 ou 9% de rentabilité. Voilà. Ça, c'est la prime de risque qu'on va ajouter au taux d'intérêt. Et avec les deux, on va actualiser pour pouvoir faire une valorisation. Donc c'est comme ça que fonctionnent les marchés. Donc c'est les deux éléments essentiels qu'il faut avoir en tête, la prime de risque et les taux d'intérêt. Et donc la prime de risque, c'est la visibilité. Donc par exemple, si on rentre dans une période de crise, comme ce qui a été le cas pendant le Covid, ce n'est pas les taux d'intérêt qui ont bougé. Au contraire, les taux d'intérêt, ils ont baissé. Donc quand ils baissent, normalement, ça fait monter la bourse. Hein. C'est comme la gravité en sens inverse, ça fait monter la bourse. Bon. Ce qui a bougé, c'est la prime de risque. Les gens ont eu peur. Donc, au lieu de valoriser les sociétés en prenant en compte, par exemple, 10 années de bénéfices, se dit, oh là là, on ne sait pas où on va mettre 2 années de bénéfices. C'est comme quand vous conduisez une voiture. Bon, quand il fait beau, vous êtes plein phare. Puis quand il y a du brouillard, vous éteignez les pleins phares et vous mettez les feux brouillard. Et au lieu de voir à 300 mètres, vous ne voyez plus qu'à 30 mètres. Voilà. Et donc, vous réduisez la visibilité et donc vous réduisez la vitesse. Vous êtes obligé de réduire la vitesse parce que vous ne voyez plus qu'à 30 mètres. Les marchés, c'est exactement la même chose. Quand la prime de risque augmente, c'est-à-dire quand il y a moins de visibilité, on réduit la vitesse, on réduit la valorisation, les marchés plongent. C'est exactement ce qui s'est passé pendant le Covid. Donc, il faut avoir en tête ces deux éléments qui sont les deux éléments fondateurs des valorisations des marchés financiers. Bon, ensuite, pour voir comment ils peuvent évoluer, ces deux facteurs, il faut regarder deux éléments essentiels qui sont est-ce qu'il y a de la déflation ou de la désinflation ou est-ce qu'il y a de l'inflation? Voilà. Et s'il y a de la déflation, il faut regarder si cette déflation a pour origine l'offre ou la demande. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'on peut avoir une légère déflation ou une désinflation qui a pour origine l'offre. Alors, si on prend le marché des semi-conducteurs, le prix des semi-conducteurs baisse de manière tendancielle parce que l'offre augmente. Voilà. Donc, c'est une déflation qui a pour origine l'offre. Mais on peut aussi avoir des déflations qui ont pour origine la demande. Par exemple, en 1930, la crise de 1930, c'est une déflation gigantesque, 40% de baisse des prix, qui a pour origine la demande. C'est-à-dire tout à coup, les gens sont plus solvables, ils ont peur, ils arrêtent d'acheter. Et comme ils arrêtent d'acheter, les entreprises font faillite. Et comme elles font faillite, elles mettent au chômage. Donc comme elles mettent les gens au chômage, les gens ont de plus en plus peur. Et on est dans un cycle récessif. Voilà. Donc il faut bien voir si la déflation qui va générer une baisse des taux, hein, pour revenir au niveau 1, a pour origine l'offre, et dans ce cas, elle n'a pas d'impact sur la prime de risque, ou si elle a origine la demande, et à ce moment-là, elle a un impact immense sur la prime de risque. Et donc, elle fait s'effondrer les marchés. Donc, il y a une bonne déflation et une mauvaise déflation. Ensuite, il faut regarder l'inflation, parce que quand il n'y a pas de déflation, il peut y avoir de l'inflation. Et de la même manière, il faut regarder si cette inflation a pour origine l'offre, est-ce qu'on manque de produits, ou est-ce qu'elle a pour origine la demande, c'est est-ce que l'économie est en surchauffe. Hein, c'est deux problématiques différentes. Et c'est celle que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a de l'inflation. Il faut bien que l'investisseur se demande quelle est cette inflation? Parce que en fonction de la réponse qu'il va donner, il va avoir une réponse sur les marchés. Alors, on va prendre deux exemples très simples. Aujourd'hui, l'Amérique, bon, alors d'abord, pour tout le monde, il y a une inflation qui a pour origine l'offre. C'est-à-dire, tout à coup, il y a eu la guerre en Ukraine, on manque de gaz, donc le prix du gaz explose, le prix du pétrole explose. Et donc ça fait monter le prix des matières premières, et donc ça crée une inflation par les coûts, voilà, par ce qu'on appelle les intrants. Bon. Ça, c'est une inflation qui va avoir un impact sur les taux d'intérêt. Voilà. Mais il peut aussi y avoir une inflation par la demande, qui est une inflation de surchauffe. C'est-à-dire, voilà, il y a trop de demandes, les salaires montent trop par rapport à la capacité de production mondiale. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en Europe, on a une inflation qui a uniquement pour origine, quasiment uniquement pour origine, un problème d'offre. Aux États-Unis, on a une inflation qui a pour origine un problème d'offre, d'une part, et d'autre part, un problème de demande. C'est-à-dire que l'économie est venue en surchauffe. Parce que l'économie était déjà très forte quand
les républicains sont arrivés au pouvoir, Donald Trump, et Donald Trump, au lieu de calmer les choses, il a baissé massivement les impôts, injecté massivement de l'argent. Donc l'économie est rentrée en surchauffe. Cette surchauffe a été arrêtée à temps par le Covid, parce que s'il n'y avait pas le Covid, on aurait eu l'inflation avant aux États-Unis. Elle a été arrêtée par le Covid, mais dès que le Covid a disparu, et comme en plus Joe Biden a injecté massivement de l'argent, eh bien, la surchauffe est revenue. Donc on a un double origine d'inflation aux États-Unis. Donc la Est-ce que problématique c'est est... pour... Et du coup, c'est Pardon? pour ça qu'aux États-Unis, pardon, au niveau des États-Unis, les taux directeurs sont montés quand même bien plus rapidement qu'au niveau de l'Europe. Est-ce que c'est justement à cause de ça et de cette double, enfin de cette double inflation via l'offre et Exactement. via la demande qu'ils ont dû aller, enfin, plus rapidement que nous ici en Europe? Oui, exactement, Clément, c'est exactement ça. Donc le plus probable, si tu veux, c'est que la Banque centrale européenne arrête la hausse des taux au taux dit normal, normatif, c'est-à-dire autour de 2%, alors que la Banque centrale américaine, elle est allée beaucoup plus loin. Mais ce qui s'est passé dans cette économie de surchauffe, c'est que c'est une économie déséquilibrée, notamment au niveau de la dette. Ça, on le voit très bien quand on regarde les choses de près, c'est bien d'aller sur le terrain. Et on voit par exemple les ménages américains, bon, bah, le prix de la vie aux États-Unis a beaucoup augmenté. Quand le prix des loyers, le prix des maisons, le prix des voitures, tout a beaucoup, le prix des restaurants, tout est devenu très cher parce qu'on était en surchauffe. Et donc, le problème, c'est que quand on passe, quand on arrête pour arrêter un niveau de surchauffe, quand on l'arrête, ce que fait la Réserve fédérale américaine, et ce qui s'est passé, c'est que ce qui est très important en économie, c'est les anticipations longues. Hein, pas les anticipations courtes, c'est les anticipations longues. Et là, les anticipations longues des ménages américains et des entreprises américaines ont bougé. Et tout le monde s'est dit, la Réserve fédérale, elle a dit qu'elle arrêterait l'inflation, donc l'inflation va s'arrêter, donc il va y avoir une récession. Donc tous les Américains ont en tête une récession. Donc à ce moment-là, on risque de passer d'un état de surchauffe à un état de froid. Et donc ce changement porte potentiellement en lui une récession. Et cette récession, elle peut être faible, tellement il y a eu d'argent qui a été injecté, mais on peut imaginer qu'elle soit aussi très forte. Voilà. Et ça, le marché ne l'a pas pris en compte. Si on regarde les indices de marché, on se rend compte que on peut le faire avec une rate de régression, dont Marie va vous parler plus tard, on se rendrait compte que l'Américain est surévalué. Donc voilà, donc inflation, déflation et d'où ça vient, voilà, c'est très important. Autre facteur qu'il faut prendre en compte sur le plan macroéconomique, c'est les facteurs externes. Alors, bon, par exemple, la géopolitique, la crise du Covid, voilà, ça c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte et qui ne sont pas naturellement dans l'économie. C'est ce qu'on appelle des signes noirs. Ce sont des éléments tout à fait extérieurs, mais qui peuvent impacter fortement l'investissement boursier. Et puis, dernier élément, et ça, il est très intéressant, pour aider à se repérer dans tout ça, il y a un indice qui s'appelle l'indice de la peur, et tu peux peut-être nous mettre, Clément, le Hop, graphique, c'est le premier graphique. normalement, on est Alors, bon. l'indice de la peur, c'est l'indice de la volatilité des options sur le Standard & Poor's 500, 500 premières valeurs américaines. Voilà. Et donc, plus il est haut, vous voyez, vous avez une ligne rouge qui est la moyenne, puis ensuite vous avez des écarts types, et quand on est à deux écarts types, c'est-à-dire deux traits en pointillé, eh bien, on est très très haut. Et donc, quand on est à deux écarts types, les gens ont très peur. Donc, ils achètent les options. Les options, c'est moyen, sont des assurances, pour faire simple, sont des assurances sur le marché. Donc, ils achètent des assurances très chères. C'est comme si vous aviez une maison, vous aviez peur qu'il y ait un incendie, et donc vous achetez votre assurance très chère. Et donc, quand le marché a très peur, ben, il achète les options très chères, et à ce moment-là, le prix de la peur est déjà dans le marché. Et si vous regardez de près, quand vous avez des petites pointes tout en haut, eh bien, la dernière petite pointe tout en haut, au-delà de deux écarts types que nous avons eus, c'est en mars 2020, au plus bas de la bourse au moment de la crise du Covid. Et là, il faut acheter parce qu'on sait que tout le monde a peur, donc tout le monde a vendu. Voilà. Et vous voyez, aujourd'hui, on est à deux écarts types, quasiment à deux écarts types en dessous, donc les gens n'ont plus tellement peur. Ils ont l'impression que voilà, ils ont bien vu où allaient les taux d'intérêt, où allait l'économie, voilà. Donc c'est pas un moment pour acheter. Voilà. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et si vous reliez ça
un niveau de faible peur dans le marché à ce qu'on vient de dire sur la déflation, sur l'inflation américaine, où il y a un risque de basculement d'une situation d'inflation à une situation de récession, parce que cette inflation était surtout dans la demande et non pas dans l'offre, eh bien, on voit qu'il y a un risque boursier aujourd'hui qui est significatif. Donc, on peut prendre ça et donc, à ce moment-là, on se dit, je vais constituer mon portefeuille, mais je vais être très exigeant. Et puis, je vais peut-être garder des liquidités. Voilà, c'est les deux axes. Donc, voilà comment on peut se servir un peu des éléments macroéconomiques. Alors, ce n'est pas complètement simple. C'est bien évidemment d'être abonné à ta chaîne, Clément, ou à Hibou, ou à d'autres organismes qui, tout de même, aident les investisseurs à prendre en compte ces facteurs externes. Mais c'est ce que. Alors, moi, du coup, je vais pas, je vais pas mentir, c'est quand même des choses que je maîtrise pas à 100%. Et c'est pour ça que je suis très content d'en parler avec vous aujourd'hui, parce que ça me permet, moi, d'élever mon niveau et d'essayer d'accompagner au maximum. Et accompagner, c'est un grand mot, mais en tout cas, faire du contenu de meilleure qualité tout le temps. Mais en tout cas, oui, ces facteurs-là sont, je pense, très, très importants à prendre en compte. Et du coup, en quoi ces paramètres, ils influent sur les marchés financiers? On a un petit peu commencé à en parler, mais du coup, par exemple, si on prend le contexte actuel, avec l'inflation aux États-Unis qui est très élevée, avec les taux directeurs qui montent de mois en mois et qui continuent de monter, euh, comment, du coup, ces paramètres-là vont du coup donner une direction au marché, en fait? Oui, à travers les taux d'intérêt et la prime de risque. C'est-à-dire que, et tout ça à travers les anticipations. C'est-à-dire, par exemple, c'est un tout petit peu compliqué, j'en suis désolé, et tu me dis, Clément, si je ne suis pas clair. Mais si tu veux, par exemple, la Banque centrale américaine a dit, moi, je vais arrêter l'inflation. Et donc, elle a dit, je monterai les taux d'intérêt autant qu'il faudra, quitte à mettre le pays en récession, pour qu'il n'y ait plus d'inflation. Et si tu veux, c'est aussi fort que, je ne sais pas si tu te souviens de la crise de l'euro, c'était maintenant, hein, c'est 2012, c'est il y a 10 ans. Au Ouais. moment de la crise de l'euro, tu sais, il y a des pays qui avaient trop de déficits budgétaires et trop de dettes. Et donc, tout à coup, le marché s'est dit, bon, bah, on ne va plus acheter la dette de ces pays-là. Et donc, les marchés obligataires de ces pays se sont effondrés. Et donc, la Banque centrale a dû, pour sauver l'euro, intervenir, parce que les pays ne pouvaient plus se refinancer. Et donc, ils n'avaient pas d'alternative à sortir de l'euro s'ils n'arrivaient pas à se financer. Donc, c'était la fin de l'Europe. Donc, à ce moment-là, Mario Draghi a dit cette fameuse phrase qui est très connue. Il a dit « Whatever it takes », c'est-à-dire quoi qu'il en coûte, je mettrai autant d'argent qu'il faut dans l'économie européenne pour que ces États soient refinancés. Le lendemain, les marchés sont remis à monter. Voilà, parce que les anticipations long terme des investisseurs ont basculé du jour au lendemain. Et quand la Réserve fédérale récemment a dit, mais moi je vais monter les taux d'intérêt, quoi qu'il en coûte, autant qu'il faut pour casser l'inflation, eh bien les marchés obligataires ont arrêté de s'effondrer aux États-Unis. Et si on prend par exemple les taux d'intérêt à 10 ans, qui est le taux d'intérêt directeur, c'est là où la gravité se fait sur les marchés. Eh bien, le taux directeur à 10 ans aux États-Unis, il est à 3,50%, c'est-à-dire plus faible que les taux d'intérêt directeurs dont tu as parlé, hein, de refinancement des banques centrales, donc à court terme, et alors qu'il était, il y a encore quelques semaines, à 4,20%. Donc on voit que le marché, les anticipations se sont bien calmées. Et donc ça a entraîné cette reprise boursière qu'on a depuis quelques semaines. C'est-à-dire que comme c'est les taux d'intérêt qui font la valorisation des bourses, les taux d'intérêt à long terme, dès lors que la Réserve fédérale, en montant très fortement ses taux à court terme, a stabilisé les anticipations à long terme d'inflation et donc de taux d'intérêt, les marchés se sont mis à remonter. Et nous, ce que nous disons chez Hibou, c'est que c'est parfait. Et la seule chose, c'est que le marché n'a peut-être pas vu que derrière, il allait y avoir une récession parce que la cause de l'inflation n'est pas que l'offre, mais aussi la demande. Et que le marché n'a pas pris ça en compte aujourd'hui. Et nous, on n'est pas capable chez Hibou de mesurer la puissance de la récession qui vient aux États-Unis. Mais s'il y a une récession forte, eh bien, forcément, ça va avoir un impact très fort sur les résultats des entreprises. Et donc, il faut avoir au minimum une attitude très exigeante d'investissement et de prudence. Donc, voilà comment ça joue. Ces différents facteurs de taux d'intérêt, de prime de risque, de déflation et d'inflation
joue au travers des anticipations à long terme. Est-ce que j'ai été clair, hein? Ouais, ouais. Ben, pour moi, oui. Je sais pas si tout le monde ici sur la chaîne comprendra, mais je pense que c'est aussi bien d'essayer d'élever un petit peu le niveau au niveau des conversations qu'on peut avoir sur les interviews. Donc, je pense que quand même beaucoup de monde comprendra et c'était clair. Mais en gros, si j'ai bien compris, et moi, c'est une des leçons que j'ai appris cette année, justement, parce que c'est une des premières années où je vis. Je suis pas sur les marchés financiers depuis très longtemps, donc c'est une des premières fois où je vis ben, une année où ça baisse vraiment pendant quasiment toute l'année, avec un contexte inflationniste qu'on n'avait pas connu depuis de très nombreuses années et les taux directeurs qui augmentent. Et je me suis rendu compte, du coup, en suivant un petit peu tout ça, que ben, justement, ouais, l'inflation, les taux directeurs, les discours de Jérôme Powell à la Fed étaient hyper importants et hyper suivis par les marchés et que derrière, ça pouvait donner ben, toute la direction à un marché financier malgré les résultats des entreprises, etc. Et que c'était vraiment ce socle-là qui était très important et qui donnait la direction pour les mois et les mois qui suivent. Voilà, et tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que quand le marché, il a compris, il passe sur la mode d'anticipation à long terme. Donc c'est comme toi quand tu conduis ta voiture, quand tout à coup tu es sur l'autoroute, tu as de la visibilité, tu passes en sixième. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ta voiture va très Ouais. vite. Et quand il ne comprend pas, eh ben, il passe en première. Et donc, c'est ces passages de l'un à l'autre qui font que le marché est capable de faire des excès à la hausse et des excès à la baisse. Voilà. Des excès à la Et baisse c'est parce souvent que ce qu'on. il anticipe que très très peu, il veut pas voir loin. Et des excès à la hausse quand au contraire, voilà, il est lancé sur l'autoroute, il dit tout va bien. Voilà. Et donc, il faut savoir profiter de ces excès, donc qui ont une origine macroéconomique, mais qui ont une interprétation de cette macroéconomie par le marché. Voilà, c'est les deux éléments. Euh, tu peux pas dire que il va y avoir de la croissance, et donc il faut acheter, il faut voir comment ça s'est interprété par le marché. Voilà, c'est les deux étapes. Et du coup, il y a une question qui me vient avant de passer du coup avec Marie par rapport à comment vous faites pour analyser et comment vous intégrez tout ça pour l'analyse d'action. Juste avant, il y a un schéma que j'avais vu de Morningstar et sur lequel je me suis appuyé pour faire une vidéo qui parlait du market timing et que justement essayer de timer le marché d'entrer et de sortir était souvent moins efficace que d'essayer de timer le marché. Et justement, ben là, on en parle un petit peu d'essayer de rentrer, enfin, pas forcément d'acheter, en tout cas quand les conditions ne sont pas au beau fixe, comme tu as dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, par rapport au market timing et justement ben, et tout ce qui se dit dessus, qu'il faut éviter au maximum de timer le marché? Alors, tu as tout à fait raison, Clément. En fait, nous, là, notre stratégie chez Ibou, c'est qu'on recommande à nos clients, c'est de jouer sur le pricing et pas de jouer sur le timing. Parce que le pricing, ça veut dire à quel prix est ma société. Voilà. Une société, dans la durée, une société, elle passe les crises, hein. Je prends une société comme L'Oréal, Nestlé, elles ont plus de 100 ans, hein. Donc, elles ont connu les années 30, les guerres. Donc, quand tu investis, tu te dis à un moment ou à un autre, la société ira bien, d'autres moments, elle ira mal, et donc tu fais une moyenne. Donc, tu prends cette moyenne, et ça, c'est ce que Marie va nous expliquer avec les droits de régression. On peut, grâce aux droits de régression, savoir toujours quand on est sous-évalué et surévalué. Et donc, nous, notre timing, il découle du pricing, c'est-à-dire on achète quand c'est sous-évalué et on vend quand c'est surévalué. Voilà, c'est assez simple. Mais si on veut faire du timing seul, c'est très compliqué parce que c'est compliqué d'une part de savoir ce que va faire la macroéconomie. Par exemple, dans le cas que nous venons de parler, c'est compliqué de savoir l'ampleur de la récession qui vient aux États-Unis. C'est compliqué. Elle sera peut-être toute petite, elle sera peut-être très grande. Et ensuite, c'est compliqué de savoir quelle sera l'interprétation du marché, les anticipations du marché sur cette récession. Par exemple, on voit bien aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup d'inflation aux États-Unis, puisque le dernier chiffre qui est sorti, c'est 7,7%. Hein, il est sorti il y a 2 jours. Bon. Ouais, mardi, ouais, j'ai vu. Bon, alors 7,7%, c'est encore une inflation très forte. Mais le marché, il a mis les taux d'intérêt à 3,5. Donc ça veut dire qu'il n'y croit pas. Il est déjà au-delà.
Donc, on ne peut pas se baser sur, on est obligé de se baser, et voilà. Donc, comment est-ce que le marché va anticiper les chiffres qu'il reçoit? Voilà, donc c'est un double calcul. Donc, c'est très compliqué en dehors des problématiques de système complexe, dans ce cas, je ne vais pas rentrer parce que la bourse, c'est pas un système simple, c'est un système complexe. Donc, ça veut dire que l'analyse des causalités ne peut pas du tout être faite de la même manière que dans un système simple. Et le problème, c'est que nous, on a tous été éduqués à raisonner sur des systèmes simples. C'est-à-dire des systèmes où, par exemple, quand on joue au billard, on envoie une boule de billard dans une autre, et si on sait que si on l'envoie à tel endroit, la boule de billard, elle va partir exactement dans telle direction. Ça, c'est un système simple. On connaît l'impact des causalités. Dans la bourse, qui est un système complexe, il y a beaucoup de systèmes complexes dans le monde, c'est le système où il y a énormément d'éléments en cause, eh bien, c'est dur de déterminer quelles sont les causalités qui génèrent les mouvements. Voilà. Donc, on peut avoir des mouvements en bourse dont on discerne mal les causalités. Par exemple, la baisse qu'on a connue fin 2018, on a eu une baisse quasiment 20%, on ne sait pas très bien d'où elle venait. Et puis, on peut avoir des causalités qu'on voit bien, comme par exemple la façon aujourd'hui, et en fait, on ne maîtrise pas le mouvement du marché ne correspond pas à ce qu'on se serait attendu à ce que ce soit. Voilà. On aurait pu imaginer 7,7% d'inflation, le marché reste bas. Maintenant, le marché a énormément remonté depuis quelques semaines, malgré ce C'est ce chiffre. qui est, ouais, mais c'est enfin, ce qui est génial et moi, je trouve passionnant dans ce monde-là, c'est que il y a tellement de variables que moi, quand j'ai démarré enfin, mon intéressement pour l'univers de la bourse, j'étais très binaire, c'était très soit tout blanc, soit tout noir, et je me disais si telle variable change, ben, ça va aller dans ce sens-là, etc. Mais en fait, il y a tellement de variables et toute la psychologie derrière que en fait, il peut se passer. Bah, du coup, il peut y avoir une grosse inflation, des taux d'intérêt qui montent et des marchés derrière qui montent parce qu'ils anticipent, etc. Donc, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et oui, donc, Oui, du ou coup, les années juste pour faire un point. exactement ce que tu dis, Clément. C'est-à-dire, il y a les éléments et il y a la psychologie du marché. C'est exactement ça. Et les deux combinés, c'est très compliqué. Allez, par exemple, si on prend les années 60 en France, c'est les 30 glorieuses, on a énormément de croissance, on a un marché boursier qui baisse. Voilà, c'est compliqué il y a ces éléments. Donc, nous pensons que le timing on est d'accord avec ce que tu viens de dire. On pense que c'est plus simple de faire du pricing que du timing et que dans la vie, c'est toujours mieux de faire des choses simples que de faire des choses compliquées. Sur ça, je suis d'accord. Et du coup, je pense qu'on va donner la parole à Marie. Donc, je sais que chez Hibou, parce que j'ai testé un peu votre plateforme grâce à Maxime qui m'avait donné l'accès pendant un mois. Donc, j'ai pu voir les analyses des actions que vous faites. Donc, je sais que vous faites du coup du stock picking, le fait de choisir des actions pour construire vos portefeuilles. Et une des premières questions que je voulais poser du coup à toi, Marie, c'est à quel moment intervient l'analyse technique du coup dans votre stratégie chez Hibou? Parce qu'on a pas mal parlé de la droite de régression. Donc ça, je pense que les personnes qui regardent ma chaîne ne connaissent pas trop. Donc je pense que ça serait intéressant que tu nous en parles un peu et que tu nous expliques à quoi ça Oui, correspond. on Et va du faire coup, je ça. t'affiche le... Je reviens juste rapidement pour compléter ce que disait Guillaume. Donc, on a bien sûr une stratégie bottom-up et pas top-down. Donc, c'est vraiment la qualité d'une valeur qui va dicter notre investissement et non au contexte macro. En revanche, bien sûr, on vérifie que ce contexte macro n'est pas contraire à notre investissement. Si on a décidé d'acheter un chameau, on va regarder s'il n'y a pas la diligence qui arrive demain et on va regarder pardon, si on n'est pas dans un environnement polaire et donc si notre chameau ne va pas mourir de froid. Et au contraire, si on achète une diligence, on va vérifier qu'il n'y a pas un train à vapeur qui est en train d'arriver. Et un exemple un peu plus proche de nous sur les marchés. Par exemple, nous, on a conseillé d'acheter Alibaba chez Hibou parce qu'on trouve que c'est une valeur magnifique. Et on a décidé d'en acheter, en fait, malgré le contexte macro, parce qu'on a acheté au moment où il y avait toutes les pressions politiques du gouvernement chinois qui ont fait s'effondrer les acteurs de la tech. Et également, on a renforcé au moment de la vague de reconfinement en Chine. Et donc, malgré ce contexte défavorable, on a décidé d'acheter Alibaba parce que justement, ces éléments macro nous ont permis d'en acheter parce que c'était très sous-évalué à cause de ces différents éléments. Alors, bien sûr, on a pris cette décision, même si on sait qu'il y a un vrai risque politique en Chine, et on sait que l'investissement, c'est arrivé pour les sociétés de formation en ligne. Elles ne valent plus rien aujourd'hui parce que le gouvernement a décidé d'interdire ça du jour au lendemain. Donc voilà, c'est un risque qui n'est pas à prendre à la légère, mais on l'a pris malgré ce contexte macro en se disant, voilà, on prend le risque
parce que c'est une valeur de super qualité. Donc voilà. J'avais Donc, pris le risque aussi et je me suis pas mal ramassé dessus, mais bon, ça fait. pas perdu, c'est pas perdu. Non, 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 c'est pas perdu et ça fait apprendre. Et un autre élément à avoir en tête, c'est que tant qu'on n'a pas réalisé de moins-value, on n'a rien perdu. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on investit à long terme chez Hibou. Et c'est pour ça qu'on Mais est après, c'est vrai pricey. qu'en soi, et j'en avais parlé dans l'interview juste avant la vôtre, avec Mathieu, du coup, s'il regarde cette interview, je lui fais un coucou. On avait parlé d'Alibaba et justement que c'était une entreprise vraiment super bien. Au niveau des bilans, c'était vraiment très solide. Ouais. Et que, en fait, juste le contexte géopolitique au niveau de la Chine avait tout fait capoter, quoi. Parce que, mis à part ce gros risque-là, au niveau de l'entreprise en elle-même, il n'y avait pas de gros points d'alerte. Ouais, et au contraire, Juste ils sont celui-là a fait. Ouais. Oui, mais Alibaba, l'action est toujours cotée. Enfin, c'est même plus bas que jamais, donc enfin, c'est un peu repris, mais justement, l'intérêt d'investir à long terme et de savoir qu'on achète une super valeur décotée, donc à un bon prix, c'est ce que disait Guillaume, hein, c'est que voilà, le pricing est bon. Alors le timing, on peut reperdre 20%, 30% derrière, ça peut tomber encore plus bas, ça c'est sûr, mais on peut pas le savoir. Mais en revanche, on sait que sur la longue route, on est gagnant, sauf si bien sûr interdiction des Oui. entreprises Mais tech en Chine, ça c'est des c'est choses contre qui sont un ça. peu. C'est en Mais dehors de notre contrôle, ça. oui, exactement. Mais en revanche, garder la tête froide et garder un investissement à long terme, ça, c'est dans notre contrôle. Donc tant qu'une action n'est pas vendue, il n'y a pas de moins-value. Donc, il faut juste s'accrocher, renforcer si on pense que c'est opportun, etc. Mais donc, enchaînons sur la droite de régression. L'analyse technique dont tu parlais, c'est ce qu'on réalise comme analyse technique. Je veux bien que tu mettes Ouais, les de suite. slides que je t'avais envoyés. Voilà, merci beaucoup. Donc, on utilise cet outil qui s'appelle la droite de régression, en fait, et qui nous permet, en un coup d'œil, d'évaluer graphiquement la performance d'une action. Alors là, je vous ai mis la droite de régression sur le cours de ArcelorMittal. Alors, on va rentrer un peu dans les détails, hein. Alors, la droite de régression, elle est en rouge sur ce graphique. En bleu, on a les différents cours de clôture d'ArcelorMittal sur une période assez longue, hein. Vous le voyez, là, on a pris 25 ans depuis 97. Et donc, la droite de régression est ce qui va représenter le mieux la distribution des différents points de cours sur le graphique. Et comme vous voyez, ça établit une tendance, en fait. Alors, ces droites de régression, on en propose sur notre site, comme je le disais au début, sur plus de 100 000 valeurs. Donc, on a bien sûr tous les grands indices comme le CAC, le SBF 120, etc. On a également des matières premières et bien sûr des actions, notre cœur de métier. Donc voilà, donc là, sur cette droite de régression sur le cours d'ArcelorMittal, on a donc, je l'ai dit, un historique qu'on prend le plus long possible, 25 ans ici. En bleu, le cours. Alors, un point important sur le cours, c'est qu'on le représente de manière logarithmique. Alors, pourquoi? Parce que l'échelle logarithmique est plus adaptée pour les cours de bourse que l'échelle décimale pour rendre compte des ordres de grandeur. Par exemple, en logarithmique, les hausses de plus de 50% du cours, par exemple, vont être représentées de la même manière, avec les mêmes écarts. Et c'est ça, en fait, qui nous intéresse en tant qu'investisseur. A contrario, si on passe sur le slide d'après, s'il te plaît, Clément, là, on va voir le cours de bourse de Google d'ArcelorMittal, représenté en échelle décimale. Et on voit que c'est beaucoup moins lisible, en fait. On a l'impression que le cours n'a pas bougé depuis 2012, alors que sur ce laps de temps, sur ces dernières années, on a pu faire facilement plus 50% ou moins 50% sur le cours. Et c'est ça que nous montre l'échelle logarithmique. Je veux bien que tu reviennes sur le slide d'après, que tu passes au slide d'après, pardon, merci beaucoup. Alors, autre point important sur ce cours, représenté en bleu sur le graphique, on le représente en fait avec retraitement des dividendes réinvestis. L'idée, en fait, c'est vraiment, là encore, de se placer du point de vue de l'investisseur et donc de prendre en compte la véritable rentabilité du placement. Ça explique donc que plus on remonte dans le temps, plus le cours qu'on va afficher dans le graphique va s'écarter de celui de Google. Par exemple, si on prend ce même exemple, slide suivant, s'il te plaît, Clément. Là, si on regarde début de 2009, le cours affiché par Google et le cours effectif de la valeur d'Arcelor était proche des 47 euros. Maintenant, si on regarde chez Hibou, le slide suivant, la manière dont on le représente, on voit qu'on est à la même période en janvier 2009 à 32 euros. Alors, pourquoi cette différence? Eh bien, ce que l'on veut représenter, nous, c'est la performance réelle de l'investissement. Ce qu'on montre ici, en fait, c'est qu'un investisseur qui aurait mis 32 euros, hein, le prix qu'on affiche dans Arcelor début 2009, et chaque année réinvestit tous les dividendes qu'il aurait reçus de cette action, les années où il en reçoit, eh bien, il aurait aujourd'hui un investissement qui vaut le cours du jour de 24 euros. Donc, c'est une mauvaise performance, hein, parce que de 32 à 24, on est en perte.
mais moins mauvaise que ce qu'on imagine quand on ne prend pas en compte les dividendes. Et pour le coup, on passe du cours d'aujourd'hui, du cours de janvier 2009, qui était donc proche des 47 euros, au cours d'aujourd'hui, qui est presque 2 fois inférieur, donc moins 50%. Donc, ce qu'on veut vraiment montrer avec ces droits de régression, c'est vraiment la véritable performance de l'investissement à dividendes réinvestis. Donc, on a mis tant en telle année, et aujourd'hui, on a fait, si tout se passe bien, fois 2, 3, 4, etc. Et si tout se passe moins bien, on est en moins-value, etc. Donc, voilà pour cette particularité de nos graphiques. Maintenant, si on revient au graphique en lui-même sur le slide suivant, s'il te plaît, Clément. Donc, vous voyez en rouge la droite de régression. En pointillé, les 2 lignes de chaque côté, ce sont les écarts types. Alors, cette droite en rouge, eh bien, la pente de cette droite va représenter la performance par an de l'action à dividende réinvesti, donc. Et les écarts types, les 2 lignes en pointillé en haut et en bas, représentent la volatilité de l'action par rapport à sa moyenne, en fait. Donc, ce qu'on observe en général sur les droits de régression, c'est que sur la très longue route, un horizon 25-30 ans, que ce soit à la fois dans la volatilité et dans la performance, on a une certaine stabilité de la plupart des actions. Presque toujours comme dans la vie, le bon élève va rester un bon élève, le mauvais élève va rester un mauvais élève, et l'élève moyen va rester un élève moyen. Donc là, on le voit graphiquement en un coup d'œil, en ArcelorMittal, on voit que la pente de la droite de régression est quand même assez faible. Il y a en revanche une forte volatilité. On voit que le cours en bleu, il peut monter jusqu'à 2 écarts types au-dessus, descendre tout autant, voire plus, etc., assez régulièrement. Donc voilà, on voit que sur le plan boursier, c'est plutôt un mauvais élève, mais ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas gagner d'argent avec. Attention, c'est pas la même chose, mais on voit que boursièrement, voilà, pente faible, forte volatilité. Alors si on passe au slide suivant, on va rentrer un peu plus dans ces détails-là. Donc je vous l'ai dit, sur notre site, on monte des graphiques sur plus de 100 000 valeurs. Et on calcule sous chacun de ces graphiques différents indicateurs. Et notamment, comme je vous le mentionnais, donc la pente de la droite de régression, c'est-à-dire la performance moyenne annuelle du cours, en moyenne donc sur la longue route. Et donc là, on le voit pour ArcelorMittal, à dividendes réinvestis en moyenne sur 25 ans, la période qu'on étudie, on a un cours qui va croître faiblement et un investisseur qui va gagner 3,4% par an en réinvestissant ses dividendes, donc c'est vraiment pas très brillant. Et en plus, on a des très fortes variations. Si on a acheté le cours à un prix moyen proche de sa droite de régression, on va se faire des frayeurs parce qu'on voit la volatilité est très élevée, 126% pratiquement. Donc, ça veut dire que ça peut vraiment varier du tout au tout en très peu de temps. Donc, ça, c'est un point important à prendre en compte. Mais ça veut dire aussi qu'il y aura aussi plus souvent des occasions d'acheter la valeur ArcelorMittal à très bas prix parce qu'ils peuvent connaître des baisses très brusques du cours. Alors, si on prend le slide suivant, on a le contre-exemple parfait. L'Oréal, le très bon élève. Là, on voit, ça roule, c'est hyper resserré, etc. Alors, si on regarde sur le slide suivant les chiffres un peu plus précis, on voit l'historique de la droite de régression. On est à 11,9% en moyenne à dividendes réinvestis, enfin 12%. Donc, on voit qu'il y a une performance qui est plus de 3 fois supérieure à celle d'ArcelorMittal en termes de rentabilité de l'investissement en moyenne. Et la volatilité en bas à 32,5%, donc elle est 3 fois inférieure. Donc c'est vrai qu'il y a quasiment un rapport de 1 à 3 entre les deux sociétés, entre le très bon élève et le mauvais élève. Et ce qu'on voit, c'est qu'en termes de volatilité, quand une société est rentable et récurrente comme L'Oréal, eh ben, elle va être moins volatile en bourse avec une meilleure performance moyenne qu'une société qui est cyclique comme ArcelorMittal. Donc voilà un peu ce que l'on peut retenir de cet outil graphique que nous utilisons chez Hibou. Et alors, je reviens juste sur cette histoire d'historique suffisamment long, 20-25 ans. C'est que la plupart du temps, en fait, quand on a un historique assez long, qui permet d'inclure notamment une crise économique et une phase de croissance, ça permet vraiment d'avoir en structurel la performance de l'entreprise dans un contexte, disons, qui prend en compte différents éléments macroéconomiques. Et ben, les droits de régression vont être un bon outil pour évaluer la performance et la valorisation d'une action. Donc voilà pour les techniques. Et en fait, ça nous permet, nous, quand on se pose la question de s'intéresser à une action, d'avoir en un coup d'œil, ah bah là, elle a l'air quand même bien sous-valorisée, on peut peut-être aller creuser. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a une décision? Je te laisse enchaîner sur les questions, Clément. Non, mais justement, il y a une question sur laquelle j'aimerais rebondir. Moi, j'ai beaucoup entendu qu'on part souvent de l'analyse fondamentale pour ensuite potentiellement aller voir au niveau de l'analyse technique, donc là, ici, avec la droite de régression, pour voir si c'est un bon point d'entrée, entre guillemets. Du coup, chez Hibou, vous faites un petit peu du coup l'inverse. Vous allez voir d'abord au niveau de la droite de régression
pour voir la performance de l'action, voir du coup la volatilité grâce à la date de régression et aux écarts types. Et ensuite, si c'est vraiment une bonne élève, comme tu l'as montré avec les deux exemples, vous creusez plus l'action au niveau de l'analyse fondamentale, etc. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que vous procédez chez vous? Oui, enfin, Ok. pour nuancer, on a aussi des idées qui nous viennent parce qu'on se dit là, on va regarder telle ou telle valeur indépendamment du graphique. Mais effectivement, le graphique va nous permettre très rapidement de se dire est-ce qu'on veut aller de l'avant ou pas sur la valeur. En fait, c'est vraiment le premier filtre. Alors, je vais juste nuancer ce point de vue-là. Un graphique comme ceux que je viens de vous montrer, c'est magnifique. En 25-30 ans, c'est super. En un coup d'œil, on a l'impression de tout savoir. Mais malheureusement, c'est pas toujours aussi simple. Il y a parfois des évolutions structurelles qui vont complètement changer le modèle économique d'une société. Et donc, les analyses graphiques ne peuvent pas tout. Donc, c'est pour ça que parfois, quoi qu'en dise la droite de régression, on va quand même analyser une valeur et dire ah bah il faut l'acheter, ou au contraire il ne faut pas l'acheter. Et donc voilà. Et donc les analyses graphiques, ça permet en un coup d'œil de se faire une première opinion. Mais si on décide d'aller plus avant sur une valeur, on va réaliser dans tous les cas une analyse fondamentale. Et donc là, on va revenir dessus dans la suite de cette conversation. Mais là, on va regarder vraiment sur le long terme, là aussi, pour voir en fondamental si on va aller de l'avant sur cette valeur. Tu as fait une transition parfaite pour la question d'après. Du coup, quels sont du coup, les grands axes que vous, du coup, une fois que vous avez vu la droite de régression, quand vous allez vous intéresser à une entreprise, quels sont les grands axes d'analyse que vous allez utiliser chez Hibou pour déterminer si c'est une bonne entreprise ou une mauvaise entreprise? Parce que je suppose qu'il y a des entreprises, au niveau de leur cours, elles peuvent avoir potentiellement une bonne performance et une volatilité maîtrisée, mais derrière, au niveau des fondamentaux, ça passe pas forcément. Donc, qu'est-ce que vous allez regarder? Alors, je reviens juste sur ce que tu disais à l'instant. ArcelorMittal, c'est un mauvais élève, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner d'argent avec. Si on achète ArcelorMittal à -2 écart type, on peut faire une super affaire. Donc nous, on n'a pas du tout peur de ce genre de faire ce genre de choix aussi, en fait. L'idée, c'est vraiment la droite de régression nous permet d'avoir un aperçu du pricing à un instant T. Et après, on peut acheter un mauvais élève et gagner beaucoup d'argent. Enfin, il y a des cycliques qui sont des super opérations. Arcelor, on n'en a jamais eu en portefeuille, mais Renault, on l'a fait à plusieurs reprises et ça a été assez lucratif. Donc voilà, je reviens juste là-dessus. On n'achète pas que des bons élèves. Parce que, Ok. de notre côté, au contraire, les mauvais élèves offrent plus d'occasions de profiter des soldes qu'un L'Oréal qui va rarement être bon marché, en fait. Alors, on ne se trompe pas en l'achetant, mais on ne va pas non plus, voilà, on va pas non plus faire C'est vrai, des. c'est deux stratégies différentes, du coup. C'est C'est deux en fonction stratégies de. différentes. Ouais. Avec Si on potentiellement passe des en deux. capitaux qui vont. Ouais. Oui, non, mais Oui, exactement. C'est deux stratégies différentes, mais c'est vrai qu'il y a un levier qui est plus intéressant avec des sociétés qui sont plus facilement massacrées régulièrement sur le marché. Enfin voilà, tout ça pour dire c'est qu'on achète ce des qu'on disait bons avec élèves. Guillaume, du coup, au début, ouais, c'est la prime de risque dont parlait Guillaume au début de notre échange. Exactement. C'est justement sur les mauvais élèves qui ont moins de 2 écarts types, il y a un risque un peu plus élevé, mais une espérance de gain plus élevée aussi. Donc, ça peut être une bonne occasion d'y aller, quoi. En gros. Exactement. Ok. Exactement. Oui, Et je peux donc, rajouter, ouais, vas-y, Guillaume, excuse-moi. oui, je voudrais rajouter quelque chose. Il faut bien que l'investisseur de ta chaîne comprenne que, et ça, c'est pas rarement compris, même par des investisseurs professionnels, c'est qu'il y a deux moteurs pour faire de la performance en bourse, pour gagner de l'argent. Il y a le moteur de la croissance des bénéfices de la société, donc c'est ce qu'on appelle une belle société, et ça, c'est la pente de la droite de régression. Et il y a un autre moteur qui est le fait qu'une société, elle finit toujours par recasser sa droite de régression et que donc si il y a les deux écarts qui en dessous, il y a un rattrapage de décote. Voilà. Et donc en fait, pour trouver le bon investissement, il faut combiner les deux. Tu peux pas, il faut essayer de trouver le meilleur investissement possible en combinant les deux. Mais ce n'est pas parce qu'un investissement est très volatile, comme ArcelorMittal, que la probabilité de réussite, si tu joues que le rattrapage de la décote, est faible. Parce qu'ArcelorMittal, c'est un leader mondial. Et donc, il va pas être. C'est pas lui qui va tomber quand il y aura une crise, ce sont ses concurrents. Donc, il n'y a pas forcément de lien entre la volatilité et le risque. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si. Par exemple, Orpea est une société qui, sur le papier, enfin, sur la droite de régression, ne montrait pas de risque. Bon, et en réalité, ça a été très risqué. Il y en a eu un gros, ouais.
Donc, ce qu'il faut toujours, c'est ne pas jouer que la droite de régression ou que les quartiers, puis il faut combiner les deux. Ouais. Et du coup, il y a une question qui me vient également. On entend beaucoup parler de la notion de marché efficient. Donc, du coup, est-ce que le fait que, alors du coup, par rapport au pricing et aux sociétés qui sont sous-cotées, sachant que les marchés sont efficients, et je mets des guillemets parce que ça dépend, je pense, des croyances de chacun et j'ai pas du tout la vérité là-dessus. Mais est-ce que vous, du coup, vous pensez pas que quand une société est sous-cotée, c'est pour une bonne raison et que parfois, c'est pas forcément une bonne affaire? Je sais pas si j'ai été très clair dans ma question, mais je pense que vous avez compris. Tu veux répondre, Guillaume ou... Non, vas-y, Marie. Bah nous, on n'est pas trop d'accord. Enfin, parfois, bien sûr, Orpea, c'est sous-coté pour une bonne raison en ce moment, par exemple, Oui. mais pas systématiquement. Enfin, Guillaume le disait très justement tout à l'heure, les marchés, ce sont un système complexe. Il y a une multitude de paramètres, il y a un effet d'entraînement, et donc il y a un effet psychologique qui est hyper important. Et c'est un peu la différence de l'immobilier. L'immobilier en France, on va rarement, enfin, si on achète quelque chose à 10% dessus de sa valeur de marché, on est le roi du pétrole. Enfin, il y a quand même un prix du marché et Oui. on fait rarement des affaires en or. En bourse, c'est vraiment l'inverse. On peut vraiment acheter un truc à un tiers de son prix réel parce qu'il y a eu un effet de peur, une anticipation sur tel ou tel truc. Et donc, bah, d'ailleurs, on le voit bien, si le cours revient à la moyenne au bout d'un moment, c'est que ça montre bien que la forte baisse était pas forcément justifiée en termes de Justifié. valorisation réelle. Ok. Et du coup, pour recentrer un peu sur la question, quels sont du coup, les axes que vous utilisez pour analyser les entreprises? Les points de Euh, l'analyse fondamentale que vous regardez particulièrement? Alors, on commence par une analyse des comptes assez lourde et assez poussée. On analyse les comptes, en fait, généralement depuis 2004 sur nos modèles. Donc, compte de résultats et bilan, plus des indicateurs qu'on a bâtis nous-mêmes. Alors, il y a des indicateurs classiques comme les ratios dette nette sur EBITDA ou autres, et quelques indicateurs propres à Hibou. Et à partir de ça, on détermine quelle est la croissance de la société, quelle est sa rentabilité, quelle est sa résilience aux différentes crises et quelle est sa solidité bilancielle. Alors, une fois qu'on a fait cette analyse des comptes qui est vraiment assez poussée et approfondie et à notre sens indispensable, on va également regarder le contexte un peu plus macro, comme tu disais. On va analyser la position concurrentielle de la société dans son secteur. Pour chacune de ces activités, comment elle se positionne en termes d'activité, en termes de géographie. Est-ce que le marché est en croissance sur cette activité? Est-ce que la société est leader sur son marché? Est-ce que cette position de leader, si elle est présente, est tenable ou non parce qu'il y a des concurrents qui arrivent, qui vont manger son marché, etc. Donc on étudie tout ça. Et enfin, on étudie la stratégie de la société. Est-ce qu'on considère que c'est une stratégie intelligente? Et surtout, est-ce qu'elle est réalisable? Sachant que nous, chez Hibou, on aime bien les leaders, parce que voilà, on considère qu'un leader sera plus à même d'exécuter sa stratégie, il aura plus de moyens pour le faire. En termes de coûts, il aura des effets de taille qui lui bénéficieront plus qu'à ses concurrents, etc. Donc on regarde un peu tout ça pour finalement tirer de ces trois éléments qui sont, rappelons-le, donc l'analyse comptable, l'analyse concurrentielle et l'analyse stratégique. À partir de ces trois éléments, on va estimer la rentabilité intrinsèque de la société. C'est-à-dire, on va se baser sur son historique et on va se dire est-ce que cette rentabilité va se maintenir dans le futur, à notre avis, parce qu'ils ont investi beaucoup, donc elle va se maintenir, ou au contraire, ils sont grignotés, donc ils vont perdre en renta, etc. Donc voilà, on estime un chiffre durable et intrinsèque pour cette société. Et à partir de cette rentabilité, on va calculer la valorisation réelle qu'on estime de la société et la valorisation estimée à 5 ans et à 10 ans, plutôt long terme donc. Et si la rentabilité qu'on estime sur le plan fondamental corrobore la rentabilité graphique dont on parlait, qui est celle de la pente de la droite de régression, c'est encore mieux, parce que voilà, on est OK sur le plan graphique, on est OK sur le plan fondamental. S'il y a un décalage entre les deux, nous on privilégie le plan fondamental, parce que comme Claude disait, voilà, le côté graphique, c'est très séduisant parce qu'en un coup d'œil, on a un aperçu, mais malheureusement, ça ne remplace pas le C'est pas fondamental. suffisant. Et à partir de là, donc, on a cette valorisation qu'on a construite. Et si on estime que le différentiel entre la valorisation actuelle en bourse et la valorisation réelle qu'on estime, si ce différentiel est suffisamment appétissant, on va donner un conseil d'achat.
ou à défaut, si on est à peu près du même ordre, si on pense qu'il n'y a pas de plus-value à réaliser, on va être à conserver, ou au contraire à vendre. Voilà comment on Ok, procède. ok, top. Et du coup, donc pour parler rapidement de Hibou, je pense qu'on va en parler également avec Guillaume. Donc du coup, ouais, voilà, vous faites vraiment du conseil sur des valeurs avec du coup des portefeuilles peut-être. Vous avez différents portefeuilles, je crois, ou un seul? Oui, deux. Un adapté au PEA et un adapté au compte titre. Ok, Et on en construira peut-être d'autres dans le futur, mais c'est vrai que, enfin ouais, déjà on a ces deux portefeuilles-là. ok. Du coup, ben, je pense qu'on va repasser la parole à Guillaume, du coup, par rapport au diapo que tu m'avais envoyé pour essayer de montrer un petit peu ce que vous proposez chez Hibou. Donc montrer votre site et mettre en pratique un petit peu tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc est-ce que ça vous va si j'affiche le diapo? Oui, alors en préambule, ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'a montré Marie, c'est qu'on faisait un travail très en profondeur, hein, puisque on retraite les comptes des sociétés depuis 2004, c'est-à-dire presque 20 ans bientôt. Euh, et donc, ça veut dire que ça nous permet d'avoir une vue très en profondeur des sociétés. Donc, on fait un travail très solide. Et pourquoi est-ce qu'on fait ce travail très solide? Parce que quand on arrive avec un conseil, avec une recommandation, eh ben, c'est très solide, c'est-à-dire que, on ne dit pas qu'on va avoir tout le temps raison, mais la probabilité qu'on ait raison est très élevée. Et donc, c'est intéressant parce que pour les gens qui veulent gagner de l'argent, ça veut dire qu'ils peuvent mettre beaucoup d'argent sur nos recommandations. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent gagner d'argent, hein. La plupart des gens, quand ils investissent pour ne pas perdre d'argent. Bon. Alors, ils font des petits tas, les petits tas les uns à côté des autres. Bon. Et donc, quand vous avez 100 petits tas, bon, ben, même s'il y a un petit tas qui gagne, ça ne fait pas votre performance de portefeuille. Mais si vous avez une étude très solide, vous pouvez mettre beaucoup d'argent sur un titre et donc gagner beaucoup d'argent. Donc, nous, on est vraiment fait, si vous voulez, pour les gens qui veulent gagner de l'argent. Et donc, on va vous montrer là dans un exemple, avec une société extrêmement sûre, extrêmement solide, sur laquelle on peut mettre beaucoup d'argent, comment ça peut se passer. Alors, on ne peut pas montrer exactement une étude Hibou, parce qu'une étude Hibou, c'est écrit à la main. Mais on va reprendre une étude Hibou, voilà, mais avec des diapositives. Et d'ailleurs, souvent, on présente des diapositives chez Hibou dans des vidéos pour nos abonnés. Voilà. Et puis on fait des lives également pour répondre à leurs questions. Alors, la société en question, c'est une société que vous ne connaissez probablement pas, qui s'appelle Steph. Et Steph, vous voyez ça, je vous ai mis le début de l'analyse Hibou, c'est le leader français de la logistique et du transport de produits frais et surgelés. Ça veut dire concrètement qu'ils transportent de la nourriture, ils stockent et ils transportent de la nourriture qui sont soit des surgelés, soit des produits frais. Et c'est intéressant parce que si vous voulez, les produits frais, ben, c'est très à la mode, puisque les gens aiment bien faire la cuisine aujourd'hui, ils aiment bien ce qui est bio, et donc ils achètent des légumes, ils achètent des fruits, etc. Bon, donc c'est un marché qui est porteur, également avec le surgelé. Et quand le petit conseil hibou à gauche, c'est avec les deux yeux de hibou, il y a marqué notre conseil à 5 ans, c'est acheter. Voilà. Et en dessous, il y a la qualité de la valeur. Et la qualité de la valeur, elle est élevée parce qu'elle est à 2, sachant que nous, ça va de 1 à 5. 1, c'est exceptionnel. 2, c'est une qualité très élevée. Voilà. Alors, ce n'est pas exceptionnel, Steph. Ce n'est pas Alphabet, c'est-à-dire Google. Ce n'est pas cette qualité-là. Mais c'est le niveau en dessous. Donc, très, très bonne qualité. Alors, tu peux aller au slide suivant. Et Steph, le slide suivant, il montre que Steph réalise trois métiers. Ils font la logistique, hein, c'est première photo, c'est un entrepôt très robotisé et frigorifié. Voilà. Et donc, ils stockent pour les producteurs comme Danone, etc. Ils stockent des produits, et puis, par exemple, des yaourts, et puis ensuite, ils ont des camions, c'est l'image ensuite, qui transportent ces produits des entrepôts jusqu'aux épiceries, aux collectivités locales, aux écoles, aux hôpitaux, etc. Bon. Et slide suivant, ils ont une petite filiale, donc j'en parle ici, puis j'en parlerai plus, qui s'appelle la Méridionale et qui fait du transport maritime entre la France et puis la Corse et le Maroc, essentiellement.
Voilà, un peu la Sardaigne. Voilà. Donc ça, ce sont les métiers. Donc les deux principaux métiers, c'est les deux premiers, c'est logistique et transport de produits frais et surgelés. Alors, le slide suivant, ils font ça avec quoi? Eh bien, ils ont pour ça un réseau de 250 sites, 250 sites logistiques multitempératures. Ils ont une présence dans 8 pays européens. Et ils ont 4000 camions. Voilà, et les 4 navires, mais ça c'est marginal. Et si on va sur le slide suivant et qu'on regarde le chiffre d'affaires de Steph, eh bien, on s'aperçoit que Steph, c'est encore essentiellement une société française, puisqu'ils réalisent 62% de leur chiffre d'affaires en France, mais c'est une société qui s'étend progressivement en Europe. Ils font 35% de leur chiffre d'affaires en Europe. Et puis on oublie les 3% du maritime qui sont marginaux. Et si on regarde dans le slide suivant où ils sont en Europe, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont une démarche en crabe et qu'ils avancent dans les pays limitrophes. C'est-à-dire qu'ils sont très importants en France, numéro 1, ils sont leaders, loin devant les autres. Et puis, progressivement, ils s'étendent en Italie, en Suisse, en Belgique, en Espagne. Puis de l'Espagne, ils vont au Portugal. De la Belgique, ils vont en Hollande. Et là, ils vont en Angleterre. Bon. Et si on regarde dans le slide suivant, ils font ça comment? Ils font ça d'abord par croissance externe, c'est-à-dire qu'ils achètent d'autres sociétés. Et là, en 2021, ils viennent d'acheter une société en Angleterre. Ou, slide suivant, ils procèdent également par renforcement parce qu'ils étaient déjà en Suisse. Et en 2021, ils ont acheté une autre société en Suisse. Et donc, ils se renforcent progressivement dans les pays où ils sont. Voilà. Alors, quelle est la slide suivant? Quelle est la stratégie de la société? Bien, la stratégie de la société, c'est d'abord la densité de son réseau. Voilà. La société cherche à avoir un réseau plus dense que les autres parce qu'il permet, cette densité, d'avoir une couverture importante et donc de dire, par exemple, à Danone, ben, moi, je couvre toute la France. Donc, on peut faire un contrat pour toute la France. Et puis, d'avoir une proximité et d'avoir toujours un entrepôt qui soit proche des clients. Voilà. Et comme ils ont plus d'entrepôts que les autres, et ben ça génère des économies d'échelle. Voilà. Ça se fait une massification. Donc, comme ils ont plus d'entrepôts que les autres, et donc ils ont plus de clients par entrepôt, et donc leurs entrepôts tournent plus et leurs camions tournent plus. Donc, au global, ils ont une plus forte rentabilité. Voilà. Et donc, ça, s'ils ont une plus forte rentabilité, ça leur permet ensuite de manger leurs concurrents. C'est vraiment une espèce de rouleau compresseur. Et puis, deuxièmement, le fait d'avoir une taille importante, ça leur permet de gérer les flux tendus, voilà, et d'absorber la volatilité. Par exemple, ça va être les fêtes de Noël, eh bien, beaucoup de gens vont commander du saumon, du foie gras, etc. Et donc, ça va beaucoup, le chiffre d'affaires de Steph va beaucoup monter. Mais encore faut-il être capable de le traiter. Et donc, si on a beaucoup d'entrepôts et beaucoup de camions, on peut mieux le traiter. Voilà. Ils sont capables d'assumer ça, ce que beaucoup de concurrents ne savent pas faire. Donc, ils peuvent dire à la baillerie, bon, on va traiter vos foie gras toute l'année, mais ne vous inquiétez pas, au moment de Noël, on aura le volume d'entreposage et de camions pour le livrer. Voilà. Donc, ça, c'est un autre avantage concurrentiel. Et puis, comme ils sont très grands, ils peuvent avoir une offre de services qui vont différencier par filière. C'est-à-dire, ils vont dire, par exemple, voilà, pour les fruits de mer, on va proposer un traitement particulier, et pour les yaourts, on va proposer un autre traitement particulier, et pour les hôpitaux, alors cette fois côté client, on va proposer également tel type de service, etc. Ils ont la capacité à se différencier. Donc ça, c'est un troisième avantage concurrentiel. Et le dernier avantage, c'est que comme ils sont très gros, ils sont capables de tout faire. Donc ils font le transport, ils font la logistique et ils font le conditionnement. Voilà. Et, ils sont les seuls à pouvoir offrir tout ça à l'échelle de la France. Et progressivement, ils étendent ça à l'échelle de l'Europe. Alors, slide suivant. Donc, au-delà de ces avantages concurrentiels, et les avantages concurrentiels, c'est très important parce que c'est sur ces avantages que ici la rentabilité d'une société. Et donc, cette société est très rentable et en plus, grâce à ces avantages, et d'autre part, elle a des éléments complémentaires qui sont différenciants par rapport à ses concurrents que nous aimons beaucoup. La première chose, c'est que le groupe a toujours privilégié la détention de ses actifs immobiliers. Hein. Il faut dire que Steph, ça existe depuis le début du XXe siècle.
Donc, ils ont accumulé beaucoup d'actifs immobiliers et ils les possèdent. Alors, ça veut dire qu'il y a une vraie richesse patrimoniale dans la société. Voilà. Ça, c'est important. Ils ont aujourd'hui, par exemple, 9 millions de mètres cubes de capacité d'entreposage. Voilà. 500 000 mètres carrés de surface de quai. Voilà, c'est très important. Et deuxième point que nous aimons beaucoup chez Steph, c'est qu'ils font participer les gens qui travaillent chez Steph au capital. Alors, 43% du capital est détenu par les gens qui travaillent chez Steph. Alors, c'est vrai que c'est une société familiale, donc une partie de ces 43%, la majeure partie, ce sont des membres du board, enfin des directeurs généraux, des directeurs qui appartiennent à la famille. Mais il y a 10 000 salariés qui ont 16,6% du capital. Voilà, c'est énorme. Il y a très peu de sociétés en France où les salariés possèdent 16,6% du capital et les managers avec les salariés 43%. Alors, si on regarde le résultat de tout ça, et c'est le slide suivant, on a un chiffre d'affaires qui progresse bien. Là, on l'a depuis 2004. Ils sont passés d'1,5 milliard de chiffre d'affaires, un peu moins, à plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est une belle croissance. Et alors, on voit qu'il y a eu deux petits arrêts. Un arrêt en 2008, c'est la crise du subprime. Il y a un arrêt un peu plus sérieux avec la crise du Covid. Voilà, mais il faut vraiment des événements majeurs, vraiment très majeurs, une crise mondiale et une crise sanitaire mondiale pour arrêter la croissance de cette société. Et si on regarde ça, slide en logarithme, c'est-à-dire ça donne la croissance en pourcentage, hein, eh bien on voit que cette croissance est de 4,3% par an et que, à part les deux accidents dont j'ai parlé, c'est quasiment une ligne droite. C'est-à-dire c'est une société qui est extraordinairement bien gérée, qui gère sa croissance année après année, et ça dans la durée. Et si on va sur le slide suivant, on voit que c'est une croissance rentable. C'est-à-dire que cette croissance a un effet de levier. C'est-à-dire la croissance, depuis 10 ans, elle est de 4,1% du chiffre d'affaires, mais elle est de 6,1% du résultat opérationnel, du résultat d'exploitation si vous voulez, et de 9,4% du résultat courant, c'est-à-dire du résultat net, du bénéfice. Voilà. Et c'est les lignes bleues et rouges qui subissent également la volatilité du chiffre d'affaires, hein, avec la crise de 2008 et la crise de 2020 du Covid. Mais voilà, on a un effet de levier, la croissance a un effet de levier sur le bénéfice. Donc ça, c'est à savoir et c'est à noter. Et slide suivant, si on regarde la rentabilité de cette croissance, eh ben, on a une rentabilité très élevée, puisque en bleu, on a la rentabilité du capital. Il faut savoir qu'on achète une action, on achète une part du capital. Hein, donc, c'est la rentabilité de l'action. Voilà. Cette rentabilité est en moyenne de 10 à 15% par an. C'est mieux qu'une obligation qui rapporte du 3 ou du 4. Hein. On gagne 10 à 15% par an. Et la rentabilité des capitaux employés, c'est-à-dire les capitaux propres plus la dette, eh bien, elle est de 7%. Voilà. C'est important de regarder ce chiffre. Je n'avais pas le temps de développer ça maintenant, mais c'est en regardant ce chiffre de rentabilité des capitaux employés qu'on pouvait savoir qu'Orpea allait avoir un problème. Voilà. Donc là, vous voyez, on est à une bonne rentabilité et des capitaux employés et des capitaux propres, et ça dans la durée. Voilà, donc ça veut dire que c'est une croissance non seulement qui a un effet de levier, mais qui en plus est rentable. Et on va aller regarder le bilan rapidement, c'est le slide suivant. On regarde quelle est la dette nette. Vous avez tout ça sur le site e-book dans nos études. Voilà. La dette nette par rapport à l'EBITDA. L'EBITDA, c'est le résultat d'exploitation. Mais vous voyez, cette dette nette, elle varie entre 2 et 3 fois. C'est-à-dire que la société, elle a toujours de la dette parce qu'elle a une été très résiliente. Tout ce qui est nourriture, c'est très résilient parce qu'on a toujours besoin de manger tous les jours. Et concrètement, comme elle dégage beaucoup de cash, elle rembourse sa dette. Et donc, quand elle a remboursé sa dette et qu'elle est à 2 fois, elle veut remettre du levier. Et donc, elle fait une acquisition et elle remonte à 3 fois, etc. Donc, on est toujours, vous voyez, une stratégie extrêmement bien menée, extrêmement solide, entre 2 et 3 fois les bénéfices. Et cerise sur le gâteau, c'est le slide suivant, c'est une société qui rachète ses propres actions. Hein. Vous voyez, il y avait 13 500 000 actions en 2004. Il y en a un peu moins de 12 500 000 aujourd'hui. Ça veut dire que la croissance ne s'est pas faite au détriment des actionnaires. En plus de croître, elle rachète des actions progressivement sur le marché. Donc, ça veut dire qu'elle augmente le bénéfice par action. Voilà, donc ça, c'est très beau. Alors, on va regarder maintenant, vous avez vu que c'était très bien à long terme, on va regarder les faits récents. Voilà, et ça, on a ça avec les flash hibou, en plus des études. Et donc, si on regarde 2021, eh bien, on voit que la société a investi 295 millions d'euros. Bon. Et alors, on va regarder la capitalisation boursière, c'est à droite. Et au cours de 87-60, quand on a
fait ces slides, la capitalisation boursière était de 1,60 milliard. C'est intéressant parce que vous voyez, les seuls investissements de 2021, ça représente un tiers du prix de la société. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que en achetant la société, vous avez déjà un tiers du prix d'action qui a été fait dans des investissements qui viennent d'être faits. Donc, en fait, ça veut dire que c'est très sous-évalué. Alors, pourquoi est-ce que l'action est basse? Pourquoi est-ce qu'elle est sous-évaluée? Eh bien, c'est le slide suivant. Et vous voyez que, vous savez, on en a parlé au début, il y a eu des hausses du prix du pétrole et de l'électricité. Et là, c'est le prix de l'électricité. Alors, la société, elle s'était protégée contre la hausse du prix du pétrole parce qu'elle était habituée et ses camions utilisent du gasoil ou de l'essence. Bon. Et donc, elle avait mis ça dans ses contrats, donc ça ne pèse pas. En revanche, elle ne s'était pas protégée, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une hausse du prix de l'électricité. Et donc, l'électricité, ça sert à frigorifier les entrepôts. Et donc, cette hausse du prix de l'électricité, ça va impacter à court terme les résultats. Voilà. Et c'est pour ça que l'action est basse. Et donc, on va au slide suivant. Comme c'est une société extrêmement bien gérée, elle réagit tout de suite. Et vous voyez, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de mettre des panneaux solaires sur tous ses entrepôts. Alors, elle est déjà bien avancée dans ce travail et ça permet de réduire la consommation d'électricité de 20 à 25% par site. Voilà, donc on voit sur tous les plans que c'est une société qui est bien gérée. Alors, on va regarder le chiffre d'affaires 2022, puisqu'on est en 2022. Le premier semestre, on a une hausse du chiffre d'affaires, c'est le slide suivant, qui est plus 23%. Alors, vous voyez, elle est détaillée, mais pas la peine d'aller voir le détail. On va dire globalement, pourquoi est-ce qu'on a cette hausse? C'est parce qu'ils ont fait des acquisitions en 2021. Et les acquisitions font croître la société. Et donc, vous voyez que malgré tout ce qu'on connaît actuellement, la société croît vite. Et on va sur le slide suivant et on va regarder le résultat opérationnel, c'est-à-dire le résultat d'exploitation. Et vous voyez qu'il est en hausse de 33%. Alors, si on va un peu plus au fond, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de cessions immobilières, parce qu'on vous a dit qu'ils avaient un gros patrimoine immobilier. Donc, nous, ce qu'on fait chez Hibou, c'est qu'on retraite ces exceptionnels. Donc, si on retraite ces exceptionnels, on a un taux de marge, c'est-à-dire une marge bénéficiaire courante, qui est inchangée à 4,2%. Donc, ce n'est pas 33%, ça va être plus 23% la hausse. Donc, vous voyez, c'est tout de même significatif. Bon, mais au deuxième semestre, on va avoir l'impact de l'électricité. Donc, ce sera moins bien. Mais ils partent sur un niveau très élevé. Voilà, donc tout ça, c'est des indices de très, très bonne qualité. Alors, on va conclure. Et en conclusion, ces slides suivants, eh bien, on a un groupe entrepreneurial dans un secteur qui est durablement porteur parce que les gens consomment de plus en plus d'agroalimentaire à valeur ajoutée, c'est-à-dire des produits frais et des produits surgelés, et qui a une position dominante en France et qui est en train de l'étendre progressivement en Europe pour devenir dominante en Europe, et qui fait vraiment, c'est un bulldozer, il va step by step, région par région. Et il a une valorisation très attrayante puisqu'on a un PER estimé sur les résultats 2022 de 8,3 et estimé sur les résultats 2023, malgré la hausse du prix de l'électricité, de 8. C'est-à-dire qu'on paye 8 années de résultats seulement sur cette société. Il y a un rendement qui est de 3,8%. Donc, on a un rendement très correct, pas exceptionnel, mais qui est très correct. Et on va aller regarder la pente de la droite de régression dont Marie vous a parlé. Et vous voyez, on a une très, très belle pente de 13%. C'est-à-dire, si vous avez investi sur STEF depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans, et que vous êtes resté sur la droite de régression, eh bien, c'est-à-dire si vous n'avez pas fait un investissement extraordinaire, si vous n'avez pas investi quand c'était sous-évalué, eh bien, vous avez gagné 13% par an. Vous voyez, c'est mieux que L'Oréal. Hein. C'est mieux que L'Oréal, je le répète, parce que L'Oréal, c'est 11,9. Donc voilà, il faut savoir ça. Et alors là, en plus, on est à 2 écarts types en dessous de la droite de régression. Donc, quand on est en dessous de 1 écart type en dessous de la droite de régression, c'est très sous-évalué. Donc, si vous achetez maintenant parce qu'il y a un problème conjoncturel, vous allez à la fois bénéficier de la hausse de la droite de régression, et vous allez avoir le rattrapage de la décote. Voilà. Et donc, on va au slide suivant et on voit ce que ça donne. Et ça, on a entouré en bleu nos estimations d'analyse fondamentale. Et on pense que dans 5 ans, l'action devrait valoir 167 €, ce qui fait une progression de 14% par an, plus un dividende qui devrait représenter dans 5 ans 6% du cours actuel. Voilà. Donc, grosso modo, vous allez faire un investissement qui va vous apporter à peu près du 20% par an. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est l'analyse fondamentale en vert. Et si vous regardez l'analyse graphique en bleu, c'est-à-dire le potentiel du cours, s'il rejoint la droite de régression dans 5 ans, et ça c'est calculé par l'ordinateur,
à partir des données graphiques, il est à 21,9%. Donc nous, on est exactement en ligne avec l'analyse graphique. Ce que dit la droite de régression à long terme, c'est ce que dit notre étude fondamentale à long terme. Et donc quand les deux sont alignés, c'est vraiment extrêmement solide comme... Donc, quelle est notre recommandation? Donc, je vous lis la recommandation qu'on met à la fin de notre étude IBOO. Les fondamentaux de Steph, c'est slide suivant, sont solides et sa position concurrentielle se renforce, notamment à l'étranger, grâce à une densification de son maillage territorial. Au global, IBOO recommande vivement à l'investisseur, en cas de solide valeur de fonds de portefeuille, d'acheter l'action dans une optique de long terme. Donc, vous pouvez acheter cette action parce qu'elle est très sûre. Vous pouvez avoir un objectif de doubler en 5 ans et vous aurez en plus un rendement attaché coupon de l'ordre de 4% par an. Voilà à peu près les études qu'on fait chez IBOO et c'est des études qui permettent d'investir et de gagner de l'argent avec une forte probabilité. Merci beaucoup pour la démonstration. Franchement, c'est top parce que ça reprend vraiment tous les axes de l'analyse fondamentale et du coup ensuite de l'analyse technique avec votre droite de régression. Donc je pense que ça va vachement imager tout ce qu'on a dit juste avant et ça va aider les personnes qui regardent la vidéo à comprendre tout ce qu'on a dit et à en faire du concret vraiment et à l'appliquer pour leur futur choix. Et du coup, vous faites tout ce travail sur quasiment 150 valeurs, c'est ce que vous aviez dit au début, entre les valeurs françaises et les leaders mondiaux. Et du coup, donc là, ça fait une bonne heure et quart qu'on est ensemble. Donc, on a fait le tour de tout ce que je voulais traiter avec vous. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver? Je sais que vous avez une chaîne YouTube qui marche bien et vous avez également un site. Donc, est-ce que du coup, vous pouvez nous dire un peu où vous retrouvez? Dans tous les cas, je mettrai tous les liens dans la description. Oui, on a une chaîne YouTube, effectivement, iboo.expert. Donc, il faut pas hésiter à s'abonner pour voir toutes les vidéos qu'on publie très régulièrement. Et notre site, on peut avoir une semaine de test gratuit sur notre site, sur 5 créations de compte sans rentrer sa carte bleue ni rien. Donc, ça vaut le coup de tester par ce biais. Et après, on reçoit en plus tous nos contenus gratuits qu'on publie également assez régulièrement directement sur ces mails, si on décide de rester inscrit, bien sûr, à nos envois. Donc, dans les deux cas, le mot, c'est iboo.expert, que ce soit sur Google pour trouver notre site ou sur YouTube pour trouver notre chaîne. Super. Merci beaucoup à IBOO avec vous deux, Guillaume. Comment? IBOO avec 2 O. Oui, IBOO avec 2 O. Ouais, les yeux qui regardent le marché. Voilà, exactement. Mais dans tous les cas, je mettrai les liens dans la description, donc normalement, ils trouveront directement. Mais merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ma chaîne, c'était super. J'ai beaucoup appris de choses comme d'habitude. Avec plaisir. Merci. C'était par l'intermédiaire de Maxime, du coup, votre troisième mousquetaire, on va dire. Donc merci beaucoup et je vous dis peut-être à bientôt. On aura l'occasion d'échanger, j'espère, à l'avenir. Et bonne fête à vous, du coup. Merci beaucoup. À bientôt, bonne fête. Au revoir tout le monde. Bonne fête à tout le monde.